Un pendule élastique est un système constitué d'un ressort dont l'une des extrémités est fixe et l'autre porte un solide. Point. Lorsqu'il est écarté de sa position d'équilibre, le « il » ici est mis pour le solide. Lorsqu'il est écarté de sa position d'équilibre et lâché, virgule, il effectue des mouvements de va-et-vient. Autour de cette position. Voilà ce que nous pouvons dire du pendule élastique. Mais entre-temps, j'ai dit que le pendule élastique, il y a le pendule élastique horizontal et le pendule élastique vertical. Et donc, notre première étude, je dirais, du pendule élastique, c'est en 1-2. Nous allons étude d'un pendule élastique horizontal. Et en 1, nous allons faire l'étude dynamique. Mais alors, n'oubliez pas que nous sommes là dans la dynamique. Et donc, dans les exercices qui concernent cette rubrique, il y a l'étude dynamique et l'étude énergétique. Et donc, la première étude que nous allons mener, c'est l'étude dynamique. Et pour ce faire, nous allons placer deux schémas. Voici le premier. Alors, vous constaterez que ça, c'est le ressort qui est placé horizontalement. Et quand on accroche une masse, il n'y a aucun effet sur sa longueur. Et quelles sont les forces qui agissent ici? Nous avons le poids, P, et nous avons également la réaction R, la réaction du plan. Mais ici, il n'existe pas la tension parce qu'on n'a pas tiré pour que le ressort puisse chercher à ramener le corps vers sa position d'équilibre. Et donc ici, nous avons ici, si vous voulez bien, X', et là nous avons G. Et ça, c'est la position à l'équilibre. Donc, là, nous sommes à l'équilibre. Et lorsque nous prenons ce même ressort, on tire la masse, alors, dès lors que la masse se repose sur un plan, nous avons toujours le poids P et la réaction exercée par le plan. Et puisque le ressort a été écarté de sa position d'équilibre, qui est la position 0 ici, le ressort aura tendance à tirer, à ramener le corps vers sa position d'équilibre. Mais sauf que lorsque la masse arrivera sur cette position, avec la force de ce ressort, cette masse-là va basculer de l'autre côté. Et donc, si de là à là, nous avons X qui est supérieur à 0, le ressort va aussi autour de cette position. Et de l'autre côté, nous aurons X qui est inférieur à 0. Mais il y a une force, justement. Cette force ici, c'est ce qu'on appelle la tension, qui est une force de rappel. Maintenant, quand on fait l'étude dynamique, oui, je vais vous rappeler certainement ce que vous connaissez. Déjà, lorsqu'il y a l'étude dynamique, il faut toujours préciser le référentiel. Et le référentiel ici, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen. Et
nous allons encore faire quoi? Nous allons préciser le système. Et le système ici, nous avons solide, le solide de masse M, accroché de masse M, accroché à un ressort. Et après le système, nous allons faire le bilan de force. Quelles sont les forces ici qui agissent sur cette masse? Bilan de force. Sur ce solide, nous avons la tension T, nous avons le poids P et nous avons la réaction R. Et ici, je vais vous dire que c'est là où nous sommes en mouvement. Ici, nous sommes en mouvement, car dans cette position, aucune étude ne pouvait être menée. Alors, lorsque nous avons écrit tous ces éléments, précisé tous ces éléments, parmi les éléments que nous aurons à citer, nous aurons à mettre la relation qui met en relief toutes les forces qui sont présentes, donc bilan de force. Alors ici donc nous aurons à utiliser le théorème du centre d'inertie. Qui nous dit quoi? Qui nous dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Et quelles sont ces forces? Nous aurons donc T plus R plus P égale à M fois A. Mais je veux rappeler quelque chose, que la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Et donc, on peut aussi noter la vitesse par x point. Cependant, l'accélération qui est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée de x point par rapport au temps, et ici, ça va nous donner x point point. Si la vitesse était x point, l'accélération deviendra x point point. Et on peut donc écrire ça ici, T plus R plus P égale à mx point point. Alors, quand nous avons la relation vectorielle, tout de suite, il faut penser à la relation algébrique. Et donc ici, on va faire la projection. Et donc, on projette. Projection. Le mouvement s'effectue suivant l'axe x, x'. X', x. Dès lors que nous avons dit que le référentiel est terrestre supposé galiléen, alors à cet endroit aussi, nous aurons l'axe y', y, mais le mouvement ne s'effectue pas sur l'axe y', donc nous devons économiser notre temps. Au lieu de projeter suivant les deux axes, nous projetons seulement suivant x', x. Et quelles sont les forces qui sont sur l'axe x', x? Si nous regardons bien, il n'y a que la tension. Mais alors, regardez, quand on tire, on communique ici une valeur de x qui est positive, c'est-à-dire que les valeurs qui sont ici sont négatives. Et donc, la tension étant dans le sens contraire du mouvement, cette tension-là va porter le signe négatif. Et donc, nous aurons moins t qui est égal à mx point point. Mais aujourd'hui, il n'est plus à démontrer. Nous connaissons que t est égal à k fois l'allongement communiqué. Et dans ces conditions, nous aurons donc moins k x qui est égal à mx point point. Et si nous divisons tout par m, nous aurons donc x point point qui est égal à moins k sur m x. Et on peut donc faire changer le k sur mx de membre. On aura x point point plus k sur m, x égale à 0. Ceci est une équation différentielle. Équation différentielle. Et cette équation différentielle, en mathématiques, il y a une forme qui correspond à cette équation.
de la forme x point point plus oméga carré x égale à 0. Dans la solution particulière, donc lorsque une équation différentielle a cette forme, il y a une solution qu'on appelle solution particulière. Dans la solution particulière, est x qui est égal à xm sinus oméga t plus phi. Alors, nous allons vérifier si réellement cette solution-là vérifie cette équation. Nous allons dériver donc x ici, ça va nous donner x point, qui sera donc égal à xm oméga, parce que nous avons ici sinus u. Or, la dérivée de sinus u nous donne u' cosinus u. Donc, oméga cosinus oméga t plus phi. Et si nous dérivons le x point, ça deviendra x point point, nous aurons donc x, mais la dérivée de cosinus nous donne moins sinus. Et toujours par la même formule, cosinus u nous donne u' sinus. Et donc ici nous aurons xm oméga carré sinus oméga t plus phi. Alors on va mettre donc la forme. Nous aurons x qui est égal à moins oméga carré xm sinus oméga t plus phi. Et quand nous regardons tout ceci, c'est x. Et donc on peut dire que nous avons x point point qui est égal à moins oméga carré x. Et donc lorsque ça change de membre, nous aurons x point point plus oméga carré x égale à 0. Et si nous regardons bien, cette forme, c'est cette autre forme que nous avons là. Et par identification, nous trouverons quoi? Oméga carré est égal à k sur m. Et donc, oméga sera donc égal à racine carrée de k sur m. Alors, cette expression ou cette grandeur calculée ici, on appelle ça pulsation. C'est la pulsation. Mais quand nous avons le oméga, ça veut dire qu'on peut aussi facilement trouver la période, car nous avons dit que ces oscillations-là sont périodiques. Et là, nous aurons, or, t égale à 2pi sur oméga, alors nous aurons t qui sera donc égal à 2pi racine carrée. Dès lors que oméga se trouve en bas, ça veut dire qu'on tourne seulement ce qui se trouve dans la racine, nous aurons donc k sur m. Et ceci, c'est la période. Bon, mais nous avons trouvé l'équation, nous avons trouvé la pulsation, nous avons trouvé la période. Voici les grandeurs qui vous seront demandées, sinon ce que l'on va vous poser comme question dans cette rubrique. Mais n'oubliez pas que le xm et phi sont déterminés à partir des conditions initiales. Alors, c'est les conditions initiales, si vous voulez bien, je peux dire, lorsqu'on vous dites à t égale à 0. Or, à t égale à 0, le mouvement, c'est à cet instant-là que le mouvement commence. Donc, ça, ce sont les conditions initiales. Et nous allons le démontrer en long et en large dans les exercices d'application que nous allons prendre ultérieurement. Mais pour la même étude, nous avons dit ici que nous avons fait l'étude dynamique. Nous allons cette fois-ci
faire l'étude énergétique. Alors, l'étude énergétique ici, nous allons nous focaliser sur l'énergie mécanique. Bon, tout le tralala qu'il y a autour, je vais vous faire grâce parce que avant que nous puissions aborder les oscillateurs, vous avez étudié les énergies. Et donc ici, nous allons dire que nous allons faire l'étude énergétique. L'étude énergétique, ici, je vais me focaliser directement en disant l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Mais regardez, quand nous avons un ressort ici, est-ce que la masse est en train de tourner? La masse ne tourne pas, mais effectue un mouvement de va-et-vient. C'est une translation. Et donc, l'énergie cinétique que nous avons ici, c'est une énergie cinétique de translation. Est-ce que cette masse est en train de descendre pour changer de niveau, pour que toutefois la hauteur puisse soit augmenter, soit diminuer? Nous constatons que le poids ne se déplace pas. Et donc, nous n'avons pas ici l'énergie potentielle de pesanteur, mais dès lors qu'il y a le ressort qui effectue des va-et-vient, alors nous allons déjà dire ici que nous avons l'énergie potentielle et élastique. Et lorsque on regarde l'énergie cinétique de translation, l'expression c'est 1/2 de m fois VO au carré. Mais ici déjà, nous avons dit que nous avons adopté une écriture où au lieu de mettre x, disons l'accélération, on met x point point. Pour la vitesse aussi, nous allons mettre ici x point au lieu de v. Parce que lorsque nous allons dériver, ce serait pour nous facile de faire ressortir le x point et le x point point. Donc, ici nous mettons x point plus 1/2 de k fois x au carré, car ceci est l'expression de l'énergie potentielle élastique. Mais qu'est-ce que nous disons? L'énergie mécanique est toujours constante. Et dès lors que l'énergie mécanique est constante, donc la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps, ça va nous donner 0. Et c'est ce que nous allons appliquer là. Nous aurons donc 1/2. Alors, nous avons ici m. X point. Alors, ici, je vais mettre u à la puissance n. Nous donne quoi? Un, u', n moins 1. On va donc appliquer cette propriété. Nous aurons donc le n ici, c'est le 2. Donc, nous avons ici 2. M, U', la dérivée de x point, ça nous donne x point point, fois le U. Donc ici pour nous c'est x point, n moins 1. Ici nous avons 2. 2 moins 1, nous avons 1. Donc quand nous avons x point, à la puissance 1 est égal à x point. Plus 1/2, et donc la même propriété aussi ici, 2, k. La dérivée de x, c'est x point, fois x, et ceci égale à 0. 2, 2, 2, 2 se simplifie, et on se retrouve avec x point que l'on peut mettre en facteur, x point facteur de mx point point, plus k fois x, et ceci est égal à 0. Mathématiquement, nous disons quoi? Lorsque nous avons un produit comme ça, l'un des facteurs doit être différent de 0. Donc, or, x point différent de 0, ce qui peut nous amener à écrire que m x point point plus k fois x égale 0. On divise le tout par m, nous aurons x point point plus k sur m, x, et ceci égale à 0. Vous constaterez très bien que nous retrouvons la même équation différentielle que nous avons ici, et cette équation différentielle ayant pour solution particulière cette fonction périodique, et ici nous avons donc une fonction sinusoïdale. La conclusion ici, cette équation différentielle que nous avons trouvée prouve que le mouvement est rectiligne, ou je vais mettre le mouvement est rectiligne sinusoïdal. Alors, qu'est-ce que je peux tirer ici comme leçon?
que ce soit avec la méthode dynamique, que ce soit avec la méthode énergétique, on se retrouve à la même équation différentielle. Et une fois nous avons l'équation différentielle, donc le raisonnement entrepris ici, c'est le même raisonnement que nous allons entreprendre également lorsque nous faisons l'étude énergétique. Donc, par identification, tout le reste, tout ce que nous avons fait, trouvé ici, oméga T, se retrouve de la même manière. Ce qui différencie, ou ce qui diffère ici, c'est l'obtention seulement de l'équation différentielle. Et là, donc, nous avons terminé l'étude d'un pendule élastique horizontal. Et nous allons passer à l'étude du pendule élastique vertical. Et cette fois, on ne va plus penser à écrire oméga T, car que ce soit le pendule vertical, que ce soit le pendule horizontal, vous allez constater que nous allons trouver la même équation différentielle. Et une fois, lorsque nous avons l'équation différentielle, alors en ce moment-là, nous pouvons faire tout ce qu'on peut nous demander de faire tout en regardant les conditions initiales précisées dans l'exercice. Et donc, vous pouvez prendre note. Et par la suite, nous allons donc passer, après cette prise de note, nous allons passer à 1.3, qui est l'étude d'un pendule élastique vertical. Bien, comme nous l'avons dit, après l'étude du pendule élastique horizontal, on va étudier le pendule élastique vertical et la démarche reste la même. Si avant nous avons commencé par l'étude dynamique, ici également nous allons faire l'étude dynamique en premier et par la suite nous allons terminer par l'étude énergétique. Bien, voici ce que nous avons ici comme schéma. Là, le ressort est à vide. Voilà pourquoi nous avons dit ici, la longueur c'est L0. Et ici, nous aurons par exemple L1 qui sera L0 plus delta L0. Donc, delta L0 ici, lorsqu'on accroche la masse, le ressort s'allonge. Et donc, le delta L0 ici n'est autre que l'allongement de notre ressort. Une fois le ressort à l'équilibre, donc quand on a accroché la masse, le ressort s'allonge et ça ne bouge pas, il n'est pas en mouvement. Maintenant, nous, pour que nous puissions créer le mouvement, même dans les exercices que vous aurez à faire, on dit on tire, puis on lâche. Or, quand on tire, on a créé une excitation en quelque sorte, et quand on va lâcher, le ressort va se mettre à vibrer. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le mouvement. Donc, on va étudier ce qui se passe lorsque le ressort est en mouvement. Car ici, le ressort va osciller autour de cette position qui est la position d'équilibre. Voici la position d'équilibre. Si nous pouvons dire ici que c'est le 0, donc le ressort va osciller autour de cette valeur. Alors, nous avons dit que nous allons faire l'étude dynamique. Une fois de plus, ici, voici le sens de notre mouvement. Donc, le mouvement est orienté vers le bas. Et donc, ici, nous pouvons dire, voici notre axe X', X, qui est l'axe du mouvement. Vous allez dire, mais nous sommes sur Y. Mais avant Y, on arrive d'abord à X quand même. Alors donc, le premier élément, quand on fait l'étude dynamique, il faut toujours préciser le référentiel. Et le référentiel ici, il est terrestre supposé galiléen. Et le système ici, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Le système ici, nous avons
Le solide ressort. Et puis aussi, ici, nous avons la terre, car le poids est en train de se déplacer. Or, tout corps est attiré vers la terre. Et donc, ici, nous avons également à incorporer la terre. Alors, nous allons passer au bilan de force. Quelles sont les forces qui agissent ici? Nous avons le poids P et nous avons la tension T. Ici, cette tension est appelée T0. Ici, la tension sera seulement appelée T. Et qu'est-ce que nous allons faire après avoir mis le bilan de force? Nous devons penser à la relation qui lie les forces. Et cette relation, c'est ce qu'on appelle le TCI, le théorème du centre d'inertie, qui nous dit quoi? La somme des forces extérieures est égale à MA. Et ici, nous avons déjà dit que le A là, on l'avait déjà appelé par X point. Et les forces, ici, nous avons le poids P plus T qui est égal à MX point. Alors, on va penser à faire la projection. Et la projection ici, c'est suivant X', X. Et donc, ici, nous aurons P qui est dans le sens du mouvement, moins T qui est opposé au mouvement, égal à MX point. Maintenant, nous allons chercher à tout disséquer. Et ici, je veux repréciser quelque chose de taille. La référence, nous devons toujours prendre par rapport au ressort à vide. Donc, quand nous étudions le mouvement, c'est comme si on fait fi de la partie équilibre. Nous regardons seulement ici et là. Et donc, pour nous, T égale à quoi? Égale à K, facteur de delta L0 plus X. Donc, de là, cette position à cette autre position, nous avons delta L0 plus X. Et nous avons donc moins K delta L0 plus X plus P égale à MX point. Alors, on va développer ici. On aura moins K delta L0 moins K X plus P égale à MX point. Maintenant, notre problème, c'est le poids P ici. P égale à quoi? Or, lorsque nous regardons ce que nous avons ici, on peut avoir une relation entre moins K delta L0 et P. En quoi faisons? En revenant à l'équilibre. Or, à l'équilibre, nous avons P qui est égal à T0. Et T0 égale à quoi? Égale à K delta L0. Et donc, nous pouvons dire que P égale à K delta L0. Et donc, là où nous avons P, on peut remplacer par K delta L0. Nous aurons moins K delta L0 moins Kx plus K delta L0 et ceci égale à Mx point. Ça, les deux là s'annulent. Et finalement nous obtiendrons quoi? Moins Kx qui est égal à Mx point. À partir de ce que nous avons fait plus haut, nous aurons donc x point qui sera donc égal à moins K sur Mx et donc avoir x point plus K sur M qui est égal à 0. Qu'est-ce que nous obtenons ici? Nous obtenons l'équation différentielle que nous avons ici. Et comme nous obtenons la même équation différentielle, ça veut dire que le raisonnement est le même s'il faut trouver la solution particulière, s'il faut trouver la période, s'il faut trouver la pulsation, on va raisonner de la même manière que ce que nous avons fait précédemment. Et à partir d'ici, très vite, on peut dire, mais puisque dans tous les cas, on obtient la même équation différentielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit seulement de bien maîtriser sa démarche
Toutefois, quand on trouvera la même équation différentielle, le raisonnement qui suivra après sera le même, tout en regardant quels sont les éléments qui ont été précisés dans les données de votre exercice si vous êtes en train d'exploiter un exercice. Et donc, tout de suite, on peut passer au 1.3.2, études énergétiques. Études énergétiques. Et donc, ici, nous allons faire l'étude énergétique. Et vous connaissez, je dis que vous connaissez parce que avant d'aborder les oscillateurs, vous avez étudié les énergies. Alors, les énergies, ici, si c'est la méthode énergétique, je vais aller droit en disant que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Pour rappel, les énergies cinétiques, il y a deux. Il y a deux énergies cinétiques. Il y a l'énergie cinétique de translation, l'expression c'est 1 demi de mv carré, et il y a l'énergie cinétique de rotation qui est égale à 1 demi de j θ point carré. On va y arriver. Je vous ai seulement mis un peu l'eau à la bouche pour que vous puissiez faire attention lorsque nous allons parler d'un système en rotation. Alors donc, ce que nous avons ici, le ressort est en train de vibrer, il fait des va-et-vient, il descend, il monte, le corps, le solide descend, il monte. Alors, puisque c'est un mouvement de va-et-vient, ce n'est pas une rotation, donc c'est toujours l'énergie cinétique de translation. Mais regardez ici, le poids fait quoi? Le poids est en train de changer de niveau. Donc, s'il y a un niveau 1, ça peut atteindre un niveau 2, tout comme ça pourra atteindre un niveau 3 ici. En ce moment-là, la hauteur toutefois est en train de varier et on peut parler de l'énergie potentielle de pesanteur, car nous avons l'énergie potentielle de pesanteur dont l'expression est égale à mg fois h. Mais nous avons un ressort. Ça veut dire que dans ce système, il n'y a pas que l'énergie potentielle de pesanteur, mais il y a aussi l'énergie potentielle élastique. Et donc nous avons l'énergie potentielle élastique. Bien, pour les besoins de compréhension, je vais mettre ici d'abord énergie potentielle élastique et ici énergie potentielle de pesanteur. Alors, et ici, s'il faudra donc écrire les expressions, nous avons 1 demi de mx point au carré plus l'énergie potentielle élastique. Alors, c'est là aussi où il faut faire excessivement attention par rapport à ce que nous avons étudié avant dans le ressort horizontal. Regardez, nous sommes en mouvement. Ça veut dire qu'en partant de la position à vide et lorsqu'on tire en communiquant au ressort un allongement x, nous avons ici delta L0 plus x. Et donc ici, nous aurons 1 demi de k facteur de delta L0 plus x, le tout au carré. C'est ça l'allongement parce que nous partons du ressort à vide. Et le ressort à vide est le mouvement. Il y a d'abord delta L0 lorsque le ressort, on a accroché la masse, le ressort s'est allongé. Et lorsqu'on communique encore une fois de plus un allongement x, alors nous aurons delta L0 plus x. Et alors, voilà un autre problème. Nous allons revenir ici, puisque on oscille à partir de la position d'équilibre. Donc la position d'équilibre que nous avons placée ici, logiquement c'est là, puisque là c'est delta L0, ça c'est x. Donc à partir d'ici, lorsque le corps est tiré, quand on va lâcher, le poids va faire quoi? Le corps va monter et le poids sera dans le sens contraire du mouvement. Voilà pourquoi ici, nous avons l'existence du signe moins et on aura mg fois x. X ici remplace la hauteur. Et à partir de là, nous avons que l'énergie mécanique est toujours constante et la dérivée d'une constante par rapport au temps est égale à 0. Dès lors que la dérivée est égale de la constante égale à 0, donc tout ce que nous allons dériver ici, nous allons mettre ça égal à 0. Alors, nous avons donc ici 1 demi de 2 m x point x plus
1 demi. Alors, avant de pouvoir chercher à dériver ici, il est nettement mieux de développer. Donc, il n'y aura pas assez d'espace. Donc, nous développons d'abord l'énergie mécanique 1 demi de mx point carré plus 1 demi facteur 1 demi de k facteur de delta L 0 au carré plus x au carré plus 2k2 de delta L 0 fois x moins mgx. Et on revient ici, l'énergie mécanique est égale à 1 demi de mx point carré plus 1 demi de k delta L 0 au carré plus 1 demi de k x au carré plus k fois delta L 0 fois x. Alors, le 2 là, avec ce 2 là, lorsque ça rentre, les deux se simplifient. Et on aura ici moins mgx. Et là, qu'est-ce que nous pouvons faire de ce que nous avons ici? On aura 1 demi de mx point au carré plus 1 demi de k delta L0 au carré plus 1 demi de k x carré plus, comme il y a x ici, nous aurons donc plus k delta L0 moins mg, le tout facteur de x. Avant même que je ne dérive, ici, nous avons k delta L0 moins mg. Mg c'est P. Ceci est égal à 0 en fonction de ce que nous avons parlé de l'équilibre. Et donc, il nous reste EM qui est égal à 1 demi de mx point carré plus 1 demi de k x carré plus 1 demi de k delta L 0 au carré. Nombreux vont dire, mais on devrait d'abord écrire k delta L 0. Mais on dit quoi? Il y a une commutativité, donc on peut toujours déplacer, ça ne posera aucun problème pour l'addition. Et on peut donc dire que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps va nous donner quoi? Va nous donner 1 demi de mx point, disons 2 mx point point x point plus 1 demi fois 2 k x point x, et la dérivée de ceci est une constante avec k delta L0 carré égale quoi? Est une constante. Donc sa dérivée déjà nous donne 0. K est une constante. Et donc ici, tout ceci sera donc égal à 0. 2 se simplifie, 2 se simplifie. On se retrouve avec x point facteur de m, x point point, plus kx égale 0. Et ce que nous avons fait plus haut reste valable, x point différent de 0. Nous aurons mx point point plus kx égale 0. Et en divisant le tout par m, on se retrouve avec x point point plus k sur m, x égale à 0. On a encore la même équation différentielle. Dès lors que nous avons la même équation différentielle, ça veut dire que tout le reste est identique à ce que nous avons fait lorsque nous avons étudié le ressort horizontal. Voilà en ce qui concerne l'étude du pendule élastique vertical. Et donc, vous allez prendre note. Donc, le 2 ici, nous allons faire maintenant le pendule de torsion pendant que vous allez prendre note sur ce que nous venons de faire, qui est déjà au tableau avec toutes les précisions nécessaires. Donc, vous allez prendre note. Et donc, après la prise de note, tout de suite, nous allons passer
au pendule de torsion, qui est aussi un oscillateur harmonique. Donc, dans les oscillateurs harmoniques, nous avons le pendule horizontal et le pendule vertical. Et cette fois, nous allons maintenant parler du pendule de torsion. Deux pendules de torsion. Pendule de torsion. Comme nous l'avons fait avec le pendule élastique, nous allons également décrire qu'est-ce qu'on entend par pendule de torsion. Et donc, en 2.1, description. Un pendule de torsion est un dispositif. Un pendule de torsion est un dispositif. Un pendule de torsion est un dispositif. Un pendule de torsion est un dispositif constitué d'une barre horizontale. Constitué d'une barre horizontale, virgule, fixée, donc il y a un E mieux, fixée à un support. Fixé à un support. Fixé à un support par l'intermédiaire d'un fil de torsion. Par l'intermédiaire d'un fil de torsion. Par l'intermédiaire d'un fil de torsion. Point. Ce fil exerce un couple de rappel proportionnel à l'angle de torsion. Proportionnel à l'angle de torsion qu'on lui impose. 2 points. M égale à moins C θ. M égale à moins C θ. Et le signe moins montre bien que c'est un couple de rappel. Il n'est pas dans le sens où s'effectue le mouvement. Donc, a tendance à ramener la barre vers la position d'équilibre. Donc, c'est un couple qui s'oppose. Déjà, quand un couple s'oppose, ça veut dire que le signe sera négatif. Point. On écarte le système de sa position d'équilibre. On écarte le système de sa position d'équilibre. On écarte le système de sa position d'équilibre dans le plan horizontal. Dans le plan horizontal. Puis on le lâche. Puis on le lâche, virgule, il effectue des mouvements de va-et-vient autour de cette position. Il effectue des mouvements de va-et-vient autour de cette position. Cette fois-ci, ce n'est pas dans la translation, mais c'est dans la rotation. Donc ça va, et puis ça revient encore dans cette position-là. Donc la barre est horizontale, elle s'écarte momentanément, elle revient encore et va se mettre à osciller autour d'un axe. On écarte le système de sa position d'équilibre dans le plan horizontal, puis on le lâche, virgule. Il effectue des mouvements de va-et-vient autour de cette position. Point. Comme nous l'avons fait tout à l'heure, on commence par l'étude dynamique. Donc, 2, 1, 2, étude dynamique. Étude dynamique. Alors, ici, je suppose que tout le temps que les écrits sont restés au tableau, vous avez eu le temps de transcrire ça dans votre cahier. Et là, nous allons placer le schéma qui va nous permettre de faire notre étude. Et éventuellement, ça sera axé sur l'obtention de l'équation différentielle et les solutions qui vont s'en suivre, c'est-à-dire l'équation horaire. Étude dynamique.
Alors, voici un fil. Et lorsque nous avons ce fil, voici notre barre qui peut par exemple être un disque et on a fixé le fil au milieu. Et donc ça, c'est le fil de torsion, fil de torsion. Et là, nous avons ici des forces, un couple de forces qui s'exercent. Et nous avons ici le poids P. Et là, nous avons la tension T. Et ça, c'est notre axe de rotation. Alors, quand on fait l'étude dynamique, le référentiel est terrestre, supposé galiléen. Nous avons ici le système solide de masse M, suspendu à un fil, suspendu à un fil. Nous avons encore ici quoi? Les forces qui agissent. Donc nous avons le poids P, nous avons la tension T, et nous avons le couple F, et ici F'. F et F'. Et ici, le système n'est plus un système en translation. Lorsque le système est en translation, c'est là où on utilise le TCI, le théorème du centre d'inertie. Mais ici, on doit utiliser le TMC, le théorème du moment cinétique, que certains appelleraient théorème des accélérations angulaires. TMC, la somme des moments des forces extérieures par rapport à l'axe delta est égale à J, θ, point. C'est-à-dire, là, c'est l'accélération angulaire. Donc, le J ici, c'est le J du système par rapport à l'axe delta. Et quelles sont ces forces? Nous avons le poids, nous avons la tension et nous avons le couple ici. Et donc, nous allons directement dire, nous aurons moment de P par rapport à l'axe delta plus moment de T par rapport à l'axe delta plus le moment de torsion. Or, le moment de ces deux forces, c'est le moment de torsion qui est égal à moins Cθ. Et ici, nous aurons J du système par rapport à l'axe delta, θ, point. Θ ici, c'est l'angle. C'est-à-dire que lorsque ça tourne, eh bien, s'il faut préciser une autre position comme ceci, nous saurons que par rapport à ces deux axes, il y a un angle θ ici. Alors, le moment de P est égal à combien? Le moment de T est égal à quoi? Mais nous savons depuis la classe de seconde que lorsque l'axe de rotation est confondu à la direction de la force, cette force-là ne travaille pas. Et donc ici, nous pouvons dire que le moment de P par rapport à delta est égal au moment de T par rapport à delta est égal à 0. Et il nous reste seulement le moment de torsion qui est égal à J du système par rapport à l'axe delta, θ, point. Dans la description, nous avons déjà dit que le moment de torsion que nous avons noté par M est égal, le moment de torsion que nous avons noté par M est égal à moins Cθ. Et ici, on aura donc moins Cθ égale à J du système par rapport à l'axe delta, θ, point. Et là aussi, on peut tout diviser par J du système et on aura θ, point, qui sera donc égal à moins C sur J du système par rapport à l'axe delta, θ. Et en ramenant tout d'un même côté,
nous aurons θ point point plus C sur J du système par rapport à l'axe delta, θ égale à 0. Alors ici, on obtient quel type d'équation différentielle? On obtient une équation différentielle de la forme θ point point plus oméga carré θ égale à 0. Dès lors que nous avons déjà cette forme, si avant on avait la même forme avec x, mais cette fois la même forme avec θ, ici l'équation horaire ne sera plus exprimée en termes de x, mais ça sera maintenant en termes de θ. Donc, la solution particulière est θ qui est égal à θm sinus oméga t plus phi. Voici la solution. Mais par identification, nous pouvons dire quoi? Par identification, oméga est égal à quoi? Oméga est égal à, oméga carré égale à C sur J du système par rapport à l'axe delta. Et donc ici, nous aurons oméga qui sera donc égal à racine carrée de C sur J du système par rapport à l'axe delta. Et le J du système par rapport à l'axe delta, c'est ce que nous avons appelé par moment d'inertie. Et donc, c'est des grandeurs que nous avons eu à déterminer lorsque nous avons abordé notre cours de dynamique. Et donc, la période, ce qui entraîne que T étant égal à 2pi sur oméga, alors nous aurons T qui sera donc égal à 2pi racine carrée de J du système par rapport à l'axe delta sur C. C ici, c'est la constante de torsion. Et vous allez voir qu'il y a une unité Newton-mètre par radian. Alors, après avoir déterminé oméga T, ceci, c'est ce qu'on appelle l'équation horaire. En retrouvant ceci, nous concluons que le mouvement est circulaire sinusoïdal. Avec le θ, avec le x, c'est là où le mouvement est rectiligne sinusoïdal. Avec le θ, on aura le mouvement circulaire sinusoïdal. Donc, si on peut vous demander de donner la nature de son mouvement, il faut retrouver cette équation. Une fois cette équation retrouvée, on conclut que le mouvement est circulaire sinusoïdal. Et puis, à partir de cette équation, ça, c'est la solution particulière qui est en d'autres termes appelée aussi comment? Équation horaire. Équation horaire. Et donc, même avec le x, quand c'était x est égal à xm, on appelle ça aussi équation horaire. En d'autres termes, élongation. Alors, et à partir de là, une fois nous sommes arrivés ici, ça veut dire que ça aurait été un exercice. Toutes les questions seront déjà là et peut-être nous demander par la suite de trouver phi et de trouver θm. Mais cette fois aussi, je vais vous dire qu'on retrouve θm et phi à partir des conditions initiales pour ne pas me répéter à chaque instant. Ces grandeurs-là sont déterminées à partir des conditions initiales. Et après cette étude dynamique, on va passer pour terminer notre cours au 1, 2, 3. Nous aurons à faire l'étude énergétique. Étude énergétique. Alors ici aussi, l'étude énergétique, ça veut dire que nous allons faire usage de l'énergie mécanique. Or, l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Une fois de plus, je vais rappeler que les énergies cinétiques, nous en avons étudié deux. L'énergie cinétique de translation et l'énergie cinétique de rotation. Or, le système que nous avons ici est un système en rotation. Alors, en ce moment-là, nous aurons l'énergie cinétique de rotation. Maintenant, les énergies potentielles, il y a l'énergie potentielle de pesanteur, il y a l'énergie potentielle élastique et il y a l'énergie cinétique potentielle de torsion. Ici, le corps ou la barre
ne descend pas, donc ne change pas de niveau, et donc on ne peut pas parler de l'énergie potentielle de pesanteur. Ici aussi, nous n'avons pas un ressort pour penser à l'énergie potentielle élastique. Et donc, de ces trois énergies que nous avons étudiées, il nous reste une seule qui est l'énergie potentielle de torsion. Et alors, on peut maintenant écrire leurs expressions. Nous aurons donc l'énergie mécanique qui sera donc égale à 1 demi de J du système par rapport à delta θ point au carré. Vous voyez que c'est la même image même, 1 demi de M fois V au carré. V, où X point, c'était la vitesse, ici θ point, c'est la vitesse de rotation, plus 1 demi de C θ au carré. Alors, là aussi, nous allons dériver l'énergie mécanique par rapport au temps. Mais nous savons déjà que l'énergie mécanique est une constante. Et donc, sa dérivée nous donne 0. Et à partir de là, nous aurons 1 demi de JS du système par rapport à delta, θ point point fois θ point, plus 1 demi fois 2, C θ point θ égale à 0. 2, là aussi il y avait un 2 que j'ai oublié. 2 se simplifie et on aura θ point, facteur de J du système par rapport à delta θ point point, plus C θ égale à 0. Et pour un tel produit, θ point doit être comment? Différent de 0. Et si θ point est différent de 0, dans ces conditions, nous pourrons écrire que J du système par rapport à delta θ point plus C θ égale à 0 et on divise le tout par J du système par rapport à delta, donc on aura θ point plus C sur J du système par rapport à delta, θ égale à 0. Constat, on obtient la même équation différentielle. Donc, par les deux méthodes, nous obtiendrons la même équation différentielle. Et lorsque nous avons obtenu la même équation différentielle, ça veut dire que la suite devient facile à exécuter. On va trouver l'équation horaire, on va trouver la période, on va trouver la pulsation et par la suite, regarder les conditions initiales pour déterminer la phase phi et éventuellement l'amplitude maximale. Donc l'amplitude maximale ici est exprimée en termes de θm. Alors donc, aujourd'hui, nous avons commencé l'étude des oscillateurs mécaniques, mais nous nous sommes focalisés sur les oscillateurs harmoniques. Et donc, au prochain cours, nous allons étudier les oscillateurs non harmoniques. Donc, au grand 3, les oscillateurs non harmoniques. Non harmoniques. Voici donc notre rendez-vous prochain. Et la seule chose que je vous demanderai, c'est de pouvoir intérioriser votre cours. Lorsque vous avez votre cours, vous êtes suffisamment armé pour aborder tous les exercices qui peuvent se présenter à vous. Et je vous demanderai d'être toujours attentif pour que vous ne puissiez échapper aucune notion. Merci une fois de plus. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous
derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.